D'être présent aujourd'hui pour cette session sur un esprit sain dans un corps sain, santé mentale et enjeux de demain. On est ravis de vous accueillir sur ce sujet de la santé mentale, d'autant plus que ce sont des sessions inédites avec le traitement de ce sujet au sein de Big. Et donc on est ravis de pouvoir avoir aujourd'hui parmi nous un panel d'experts pour discuter de l'innovation sur ces thématiques de la santé mentale et de la psychiatrie. Je vais commencer tout d'abord par me présenter. Je suis Lynn Farah, directrice des grands défis, et notamment le grand défi sur les dispositifs médicaux numériques en santé mentale au sein de la délégation numérique en santé au ministère de la Santé et de l'accès aux soins. Je pilote donc ce grand défi et actuellement, comme l'a rappelé monsieur le Premier ministre dans son discours, la santé mentale a été qualifiée de grande cause nationale pour l'année 2025. Donc c'est une initiative à la fois nécessaire et urgente, puisque la santé mentale est un pilier fondamental de notre bien-être à la fois collectif et individuel. Et pouvoir mettre en lumière ces enjeux aujourd'hui, c'est une opportunité dont on est ravis avec le panel d'experts. Et on remercie BPI France et notamment Clémentine Lamarre pour cette invitation. Donc je commencerai par présenter nos intervenants. Et tout d'abord, Marion Leboyer, qui est professeure de psychiatrie et directrice générale de la Fondation Fondamentale, qui va nous introduire tout d'abord le sujet de la santé mentale et les enjeux relatifs à la santé mentale et à l'innovation dans ce domaine. Je poursuivrai également avec Martin Denay, CEO de la start-up Calliope, qui nous en dira un petit peu plus à la fois sur la start-up et un exemple d'innovation dans le domaine de la santé mentale au service des patients atteints de troubles psychiques. Et enfin, je remercie également d'être présente parmi nous, d'avoir donc Oriane Gian, coordinatrice de Digimentaly, un tiers-lieu d'expérimentation en santé numérique dédié à la santé mentale et qui nous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Et on va commencer sans plus tarder avec vous, Marion. Merci beaucoup d'intervenir aujourd'hui et de pouvoir nous faire une première partie d'introduction sur le sujet de la santé mentale, de son importance, de ses enjeux et de l'impact aussi des innovations dans le domaine de la santé mentale. Merci beaucoup et merci d'avoir donné de la place pour les maladies mentales et la santé mentale au sein de cet événement. Je crois que c'est une grande première, donc on est extrêmement heureux qu'on puisse en parler. Comme vous venez de le dire, c'est un enjeu majeur de santé publique. J'irais même jusqu'à dire que c'est l'enjeu principal du XXIe siècle, sur tous les plans. En termes de fréquence, je rappelle que l'OMS dit depuis 2020 que c'est donc la première cause mondiale de handicap. Au niveau français, on estime qu'il y a 13 millions de Français qui sont atteints d'une maladie mentale. Et quand on parle de maladie mentale, juste pour rendre cela un peu plus concret, ça représente des pathologies comme les dépressions, les troubles bipolaires, les schizophrénies, les troubles anxieux, les troubles du spectre de l'autisme. Donc c'est un nombre de pathologies extrêmement étendues qui ont un impact aussi, bien sûr, sur le plan individuel, mais aussi sur le plan économique. On estime que c'est la première cause de dépenses de santé en France. La Fondation Fondamentale, par exemple, a fait plusieurs études et la dernière d'entre elles montre que, en coût direct et en coût indirect, ça représente 163 milliards d'euros. Donc c'est le plus élevé de toutes les maladies. C'est aussi un impact extrêmement important sur le plan sociétal, puisque c'est la première cause d'arrêt de travail, par exemple. Et puis ça a aussi un impact très important sur le plan du pronostic vital, puisqu'on sait que c'est là associé à peu près à 15 à 20 ans d'années de vie perdues. Pas que à cause des suicides, ce qui est la représentation qu'on a d'habitude, mais aussi à cause des pathologies somatiques, médicales associées à ces pathologies. Donc effectivement, c'est un enjeu extrêmement important et on est très heureux que la santé mentale ait été choisie par le Premier ministre pour être la grande cause pour l'année 2025. Merci beaucoup. Peut-être pour continuer sur ce sujet, à la fois l'importance en termes de santé publique, mais aussi l'importance de proposer des produits de santé, des innovations pour pouvoir répondre à des enjeux et des besoins médicaux parfois non couverts ou partiellement couverts avec les alternatives thérapeutiques et diagnostiques existantes. Pouvez-vous nous citer quelques exemples également d'expérimentations menées avec la Fondation Fondamentale ? Alors c'est vraiment un point important parce qu'on est à l'époque devant nous, on a vraiment un très grand changement. C'est-à-dire que c'est une discipline qui est en train d'être totalement transformée grâce à l'innovation et grâce à la recherche. Et ce n'est pas une vision que tout le monde partage, donc je pense que c'est extrêmement important d'avoir la chance de pouvoir l'expliquer. Alors c'est vrai dans plein de domaines, c'est vrai dans la compréhension des causes de ces maladies, c'est vrai dans la découverte de biomarqueurs. Et dans ces biomarqueurs, il y a bien sûr les outils digitaux, qui sont à la fois des outils qui permettent d'améliorer le diagnostic de ces pathologies, qui permettent d'améliorer leur suivi avec des éléments beaucoup plus objectifs et beaucoup plus précis que ce qu'on fait d'habitude quand on voit un patient dans
dans son bureau. On lui demande comment il a dormi la semaine dernière ou combien de pas il a fait, mais bien sûr, s'il n'y a pas d'outils digitaux, il ne peut pas répondre. Et c'est aussi un outil qui permet d'améliorer l'accès à un certain nombre de stratégies thérapeutiques qui ne sont pas toujours disponibles sur l'ensemble du territoire et qui permettent d'offrir l'accès aux traitements comme la remédiation cognitive, comme les thérapies cognitivo-comportementales. Alors pour répondre à votre question sur ce qu'on fait à la Fondation Fondamentale, on développe tous ces outils, soit en partenariat avec des académiques, soit beaucoup avec un certain nombre de start-up ou d'industriels. Juste prendre 2 exemples pour illustrer des événements récents. À l'occasion de la journée mondiale de la santé mentale qui est aujourd'hui, on vient de lancer une application qui s'appelle Food for Mood pour mettre et offrir à la fois à la population générale, mais aussi aux patients atteints de dépression, des conseils, des recommandations sur ce qui est bon pour sa santé mentale et en particulier pour la dépression, avec une alimentation. Et on fournit, grâce encore une fois à une application, des recommandations sur le plan simplement de son caddie de course ou sur le plan des recettes, après avoir évalué de façon aussi précise que possible et l'état thymique et le mode d'alimentation. Autre exemple, on est en train de terminer un des premiers projets Article 51 qui vise à démontrer l'utilité d'une approche digitale pour mieux suivre et mieux prévenir les rechutes dépressives ou maniaques dans le cas du trouble bipolaire. Vous savez que trop souvent, ça se passe aux urgences. Nous, on voulait vraiment démontrer qu'on pouvait éviter les passages aux urgences et intervenir beaucoup plus tôt en mettant à disposition des patients une application qui permet de mesurer toute une série de paramètres objectifs pour qu'une infirmière de pratique avancée qui reçoive sur son écran ces informations puisse intervenir très tôt et voir comment on peut enrayer la rechute. Et c'est une application qui s'appelle MentalWise qu'on a développée avec Semeya. Et autre outil qu'on a proposé dans le cadre de ce projet qui s'appelle Passeport bipolaire, on a mis à disposition des patients bipolaires des outils qui leur permettent soit de faire de l'éducation thérapeutique, de nouveau sur son ordinateur ou sur son téléphone, soit de faire de la remédiation cognitive. Vous savez que chez certains patients, il y a des difficultés cognitives. Et on offre comme ça une possibilité de faire des exercices à la maison, bien sûr sous surveillance d'un psychologue, mais qui permettent d'être continués et d'être poursuivis. Et donc tout ça, c'est des outils qui d'abord sont très très appréciés des patients et on attend avec impatience le résultat de l'expérimentation pour savoir si ça sera déployé. Mais en tout cas, ne serait-ce que par l'avis et le retour subjectif des patients, c'est des outils qu'ils aiment énormément. Il n'y a aucune réticence à utiliser ce type d'approche. Merci beaucoup Marion. Donc, comme on l'a pu le voir aussi, la collaboration entre le public, le privé, les académiques est prépondérante pour pouvoir répondre main dans la main avec les patients, les associations de pairs aidants à ces sujets et développer des innovations qui répondent aux besoins. Ce qui va me permettre d'introduire Martin Donnet avec la start-up Calliope. Donc, un exemple de start-up avec lesquelles on peut aussi découvrir des innovations dans la santé mentale. Martin, pouvez-vous nous introduire déjà la start-up en question ? Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous. Donc, chez Calliope, on développe une plateforme de télésurveillance pour les troubles psychiatriques sévères, donc la dépression sévère, les troubles bipolaires et la schizophrénie. Notre particularité, c'est qu'on a envie d'aller un peu plus loin que les auto-questionnaires. Donc, ces questionnaires que doivent remplir le patient à intervalles réguliers pour estimer leurs propres symptômes. Donc, nous, on a envie d'aller un peu plus loin parce qu'un gros challenge en psychiatrie, c'est l'adhérence des patients au protocole de soins, surtout pour les patients les plus sévères. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est de développer une technologie de machine learning qui permet d'estimer 3 choses sur la base du patient. Donc, d'une part, on va analyser la voix des patients, à la fois ce qu'ils disent et comment ils le disent, leurs données de sommeil et leurs données d'activité physique. Et sur la base de ces 3 éléments, on va être capable d'estimer tout un tas de symptômes liés à l'humeur, liés à la cognition, liés aux problèmes de sommeil, etc., etc. L'objectif étant de suivre à distance les patients sans trop leur demander de passer de temps sur des applications. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler donc de cet outil dont vous avez évoqué, du cours de développement auquel vous êtes arrivé, et peut-être aussi des sujets, des freins et des leviers que vous rencontrez dans le développement de cet outil ? Oui, bien sûr. Donc, on est encore une start-up assez jeune. On a été créé en 2023, donc l'année dernière. On est encore en phase de R&D. On a des premières preuves. Donc, nous, il y a un gros challenge, c'est qu'en fait, il n'y a pas de données open source pour pouvoir entraîner nos modèles de machine learning. Et donc, pour pouvoir apprendre à nos modèles comment quelqu'un communique quand il est en état anxieux, quand il est en état maniaque, etc., on est obligé de constituer nos propres cohortes pour collecter de la donnée et entraîner nos algos. Donc, à date, on a collecté de la donnée auprès de 1500 volontaires sains. Et on a une première étude qui a été publiée la semaine dernière où on montre qu'en quelques secondes de voix, on est capable de détecter
donc auprès de gens qui n'ont pas de diagnostic a priori, des signes légers d'anxiété, d'insomnie, de dépression et même de fatigue. Et là, on est en train de lancer plusieurs essais cliniques. Donc, on en a déjà lancé 2 dans la dépression résistante et la schizophrénie. Et on est en train d'en lancer 4 autres dans les prochaines semaines. Et ça va nous permettre de valider nos technos pour une population qui est clinique. Et c'est ces gens-là qu'on a vraiment envie d'aider. Merci beaucoup Martin. Donc ça montre également le sujet et l'importance des données. Pour ces données, il faut avoir des terrains d'expérimentation pour pouvoir tester, développer et avoir des données à la fois quantitatives mais aussi qualitatives. Donc ça me permet d'introduire notre dernière intervenante, Oriane, sur le sujet justement de ces terrains d'expérimentation. L'État, dans le cadre de France 2030, a identifié une trentaine de terrains d'expérimentation, bientôt 35, des tiers-lieux d'expérimentation en santé numérique. Le tiers-lieu Digimentalie fait partie de la première vague de lauréats de ces tiers-lieux d'expérimentation. Pouvez-vous nous parler un petit peu plus précisément justement de l'objectif de ce tiers-lieu et de comment est-ce qu'il accompagne les porteurs de projets dans ce domaine? Oui, tout à fait. Merci Lynn pour ces mots d'introduction. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, je m'appelle Oriane Jean, je suis la coordinatrice du projet Digimentalie, qui est un tiers-lieu d'expérimentation soutenu par l'État dans le cadre du dispositif tiers-lieu d'expérimentation en santé de France 2030. Et cela a été le tout premier tiers-lieu d'expérimentation en santé mentale de France. Alors, par tiers-lieu d'expérimentation, on entend tout dispositif qui vise à réunir une diversité d'acteurs pour mettre en œuvre des expérimentations de projets numériques, les évaluer et contribuer à leur accès au marché. Et au sein de Digimentalie, il s'agit pour nous d'accompagner, de tester des innovations numériques en santé mentale et toujours en impliquant les utilisateurs finaux de ces solutions. Donc, dans notre cas, ce sont les professionnels médicaux, paramédicaux, du secteur médico-social, mais aussi les personnes concernées par un trouble du neurodéveloppement, un trouble psychique ou encore un handicap psychique, et enfin leurs aidants. Et au sein de Digimentalie, notre ambition finalement, c'est de pouvoir favoriser l'émergence et le développement d'innovations numériques au plus proche des besoins du terrain, et ce, pour pouvoir améliorer la qualité de la prise en charge et la qualité de vie des personnes concernées et de leurs aidants, mais aussi de favoriser et faciliter la pratique des professionnels. Alors, en termes d'acteurs, Digimentalie est coporté par 3 acteurs sanitaires et médico-sociaux de la métropole de Lyon, à savoir le Vinatier, psychiatrie universitaire Lyon Métropole d'une part, qui est le 2e établissement public de santé mentale en France, et à ses côtés, la Fondation ARHM, qui intervient plutôt dans les domaines de la santé mentale et du handicap, et enfin l'ADAPI 69, qui intervient dans les domaines du handicap psychique, mental, de l'autisme et du polyhandicap. Et en fait, la force de ce consortium, c'est d'une part sa complémentarité, mais aussi son expertise dans le domaine de l'innovation, puisque chaque membre du consortium est doté d'un Living Lab. Alors un Living Lab, c'est un lieu dédié à l'accompagnement de projets innovants. Et en fait, ce sont ces 3 Living Labs qui sont mobilisés par Digimentalie pour accompagner une pluralité de projets numériques. Je poursuis également sur notre accompagnement. Au sein de Digimentalie, nous avons développé une offre de service qui est commune aux 3 établissements, qui va proposer justement des terrains d'expérimentation variés et complémentaires et qui s'appuie sur des méthodologies participatives et innovantes. Alors, le cœur de notre accompagnement, il porte spécifiquement sur les phases dites de co-conception et d'expérimentation, qui vont permettre notamment d'identifier les besoins des personnes concernées et des professionnels, de prototyper des outils numériques qui soient réellement adaptés aux besoins du terrain, mais aussi d'évaluer la satisfaction globale des utilisateurs finaux vis-à-vis de ces solutions, donc notamment en termes d'ergonomie, d'accessibilité, d'utilisabilité, et enfin d'améliorer ces solutions numériques avec des préconisations clés en main fournies par l'équipe Digimentalie et qui sont directement issues des résultats de ces expérimentations. Alors, on peut aussi accompagner les porteurs de projets sur d'autres sujets, comme la recherche de financement ou de partenaires. Et ce qu'il est important de souligner, c'est que Digimentalie propose toujours un accompagnement sur mesure aux porteurs de projets pour répondre au mieux à leurs besoins et priorités. Alors, peut-être pour nous citer un exemple d'accompagnement que Digimentalie fait actuellement. Oui, alors déjà, depuis le début de Digimentalie, nous avons pu accompagner 8 projets, dont 3 sont désormais finalisés. Cela me semble important aussi de vous dire que ces projets ils concernent l'ensemble du parcours en santé mentale. Prévention, soins, repérage précoce, rétablissement, inclusion. Ils vont porter sur des thématiques variées, santé mentale, handicap psychique, troubles du neurodéveloppement. Et ce qui est intéressant, c'est aussi que ces projets sont finalement portés par une diversité d'acteurs, des professionnels de nos 3 structures, des startups, mais aussi des associations de personnes concernées. Et donc, pour donner un exemple de projet, nous accompagnons actuellement un outil numérique
à destination des personnes avec un trouble du neurodéveloppement et leurs aidants. Il s'agit de PicTalk Agenda. C'est en fait une application d'agenda qui va permettre de séquencer sa journée en une suite de tâches à réaliser. Et en fait, le but de cette application, c'est de pouvoir réduire l'anxiété des personnes concernées qui vont pouvoir anticiper au mieux les différents événements de leur journée et notamment les rendez-vous médicaux. Mais aussi, cela va favoriser leur autonomie, ça va renforcer leur pouvoir d'agir, les aider à mettre en place des routines claires et structurées et faciliter la communication avec leurs aidants. Et en termes d'accompagnement, nous allons organiser 2 tests utilisateurs, à la fois avec un panel d'aidants et aussi avec un panel de professionnels qui accompagnent ces structures. Merci beaucoup. Donc, l'ensemble de ces éléments que vous nous avez partagés résonnent aussi dans le cadre du grand défi des dispositifs médicaux numériques en santé mentale, pour lequel on a publié un plan d'action issu d'une concertation avec un grand nombre d'acteurs, plus de 160 personnes interrogées, vous en êtes d'ailleurs partie, et qui est disponible en ligne sur le site du ministère, et qui évoque plusieurs sujets. Le sujet qu'on a évoqué sur la recherche, l'innovation, le sujet de l'évaluation et de la génération de preuves, ainsi que celui du financement de ces outils, et enfin celui de la formation à l'utilisation à ces outils en pratique courante. Ce qui fait que je voudrais vous poser une question à tous les trois pour conclure cette table ronde sur la question de l'implémentation en pratique courante, en vie réelle de ces outils. Quels sont les enjeux? Comment vous percevez la possibilité d'implémenter ces innovations en vie réelle et de pouvoir ensuite les généraliser ou les déployer à plus grande échelle? Marion, peut-être pour commencer. Je crois que c'est extrêmement important comme question parce que ce n'est pas parce que c'est des outils digitaux qu'il ne faudrait pas avoir la même exigence que ce qu'on peut avoir pour un biomarqueur ou pour un médicament. Donc c'est exactement les mêmes démarches. Et il faut, une fois qu'une solution a été construite, qu'il y a eu une preuve de concept, qu'en vie courante, pour les patients, pour les aidants, ça dépend de la cible, on puisse démontrer leur efficacité avant de pouvoir les déployer et donc les implémenter. Martin, peut-être pour vous l'enjeu à terme pour le déploiement de votre solution? Je pense qu'il y a 2 enjeux. Le premier, c'est celui de la représentativité des données d'entraînement quand on fait des modèles de machine learning. Et c'est un sujet qui est vachement d'actualité. On se rend compte qu'il y a plein de choses où il y a des biais, et notamment il y a pas mal de minorités qui ne sont pas assez représentées dans les jeux d'entraînement. Et donc nous, on fait vraiment attention, on investit beaucoup de temps et d'argent pour construire des jeux de données d'entraînement qui vraiment sont robustes à la vie réelle et aux particularités individuelles de chacun. Et le deuxième sujet, c'est, je pense que c'est hyper important pour toute boîte qui se lance dans le domaine, de co-concevoir avec les utilisateurs, que ce soit des médecins ou des patients, parce qu'à la fin, on n'aura aucun impact, mais on peut avoir une très belle technologie, mais si personne ne l'utilise, ça ne sert à rien. Et donc c'est hyper important de valider en amont que c'est un vrai problème et que les utilisateurs ont envie d'accepter la solution. Et je vais terminer avec Oriane. On a parlé de 8 projets déjà accompagnés. Pour la question derrière du déploiement, pour ceux qui sont finalisés, comment est-ce qu'on l'appréhende au sein d'un tiers-lieu d'expérimentation? Alors, je dirais qu'il y a plusieurs sujets à la suite d'une expérimentation réussie. Comme je le disais, nous, à l'issue d'une expérimentation, on va donner aux porteurs de projets des préconisations pour faire évoluer leurs solutions. Donc là, l'idée, c'est à la start-up, aux porteurs de projets, de s'emparer de ces préconisations, de prioriser et de faire en sorte que la solution puisse évoluer dans le bon sens. Nous, après, au sein du tiers-lieu d'expérimentation, on est aussi là pour accompagner à la communication à déployer pour faire connaître ces solutions. Parce que cela peut sembler évident, mais il y a de nombreuses solutions qui sont méconnues de la part des utilisateurs finaux. Et nous, on travaille beaucoup avec des personnes concernées qui nous demandent justement un catalogue d'innovations qui existe déjà et qu'on pourrait avoir d'ores et déjà accompagné. Donc ça, c'est la première chose. Et sur cette notion de communication, il faut aussi penser qu'elle doit être adaptée, c'est-à-dire simple, lisible et vraiment accessible à toutes et tous, ce qui est rarement le cas encore à l'heure actuelle. Et une seconde chose qui me semble importante également, c'est qu'une fois que ces solutions sont validées et mises sur le marché, l'idée, c'est aussi de pouvoir accompagner à la prise en main de ces solutions par les utilisateurs finaux. Donc ça peut passer tout simplement par des actions de formation à destination des professionnels, des personnes concernées ou des aidants, selon la cible bien sûr, mais aussi par la présence d'un service client qui soit toujours disponible, réactif, qui puisse répondre tout de suite aux questionnements des utilisateurs. Parce qu'en fait, ça, c'est primordial pour créer une relation de confiance, pour pouvoir aussi améliorer, optimiser l'expérience des utilisateurs vis-à-vis de la solution et surtout limiter le taux d'attrition.
Merci à tous les trois. Donc, on voit aussi cette question d'enjeu d'implémentation en vie réelle qui fait écho aux prochaines étapes du grand défi dispositifs médicaux numériques en santé mentale, pour lesquels on espère, en tout cas dans les prochains jours à venir, pouvoir lancer aussi des appels à projets pour accompagner les porteurs de projets tels que vous dans les phases d'expérimentation, à la fois de co-développement, mais aussi de tests en vie réelle sur le champ de l'évaluation de la qualité de vie, de la clinique et de l'expérimentation sur les indicateurs également économiques sur ces sujets et ces problématiques, et que ce soit fait en co-conception avec l'ensemble des acteurs, que ça inclut les patients, les pairs aidants, les professionnels, les utilisateurs, les concepteurs de solutions et les financeurs et évaluateurs de ces solutions. Je vais me permettre de garder les minutes qui nous restent pour une petite session de questions. Donc maintenant, on ouvre un petit peu le débat à la salle. Pour ceux qui le souhaitent, manifestez-vous en levant la main et on vous apportera le micro pour peut-être des questions à notre panel de personnes. Bonjour, vous avez parlé des maladies mentales comme... vous avez parlé de certaines maladies mentales comme la dépression, la schizophrénie, etc. Vous n'avez pas du tout évoqué en santé mentale le burn-out qui touche aussi bien les entrepreneurs que les salariés. Donc sur cette question-là, sur le champ de la santé mentale, on inclut à la fois ces thématiques-là, et ça fait partie d'ailleurs d'un des sujets dans le cadre d'un comité que je pilote au sein de l'OMS, où on a la question justement de la santé mentale et des burn-out auprès aussi des professionnels de santé. Par exemple, on le prend sous un prisme particulier, mais qui est applicable à d'autres domaines, et on est en train d'avoir des sessions en cours pour proposer un kit développé pour accompagner à la fois les salariés, mais aussi les professionnels dans ce domaine, pour prévenir, et donc sur l'axe de la prévention, mais pas uniquement primaire, mais aussi la prévention secondaire et tertiaire dans ce domaine. Donc ça fait partie du champ de travail dans ce domaine. Peut-être voilà, sur cet élément de réponse. Bonjour, alors déjà merci pour vos interventions, c'était super clair et intéressant. Moi ma seule question c'est, on entend parler de machine learning, d'intelligence artificielle, etc. Et qu'est-ce que vous pensez être la place de l'intelligence artificielle générative dans le traitement des maladies mentales et dans le suivi? C'est une question intéressante, vaste question en psychiatrie. Je pense qu'il y a plein de choses qui sont en train d'être développées dans d'autres aires thérapeutiques et qui montrent que ça augmente l'engagement des patients dans le parcours de soins. Il y a plein d'impacts ultra positifs. En psychiatrie, enfin nous en tout cas chez Calliope, on fait un peu attention à ce qu'on fait dans ce sujet parce que c'est des patients, donc par exemple dans le cas de la schizophrénie, il peut y avoir de la paranoïa, il peut y avoir des hallucinations, même des tentatives de suicide, et donc pour l'instant, je pense qu'on n'a pas encore assez de recul pour pouvoir lancer à grande échelle ce genre de technologie où on ne contrôle pas encore tout à fait ce qu'ils peuvent dire ou pas. Et donc, pour l'instant, on regarde et on attend, mais c'est intéressant. Je suis alignée avec ce qui vient d'être dit, et peut-être sans vouloir freiner l'innovation, on reste toujours ouvert au développement de nouvelles innovations. On garde en tête que dans le cadre des outils qu'on développe, il y a aussi des phases de validation, de certification. À l'heure actuelle, pour l'instant, il n'y a pas de certification qui a été obtenue, par exemple en Europe, de marquage CE pour une intelligence artificielle générative dans le champ de la santé. Déjà tout court. Alors en plus dans le champ de la santé mentale, avec les spécificités qu'on va avoir dans certaines pathologies et indications, on a des garde-fous. On a dans le cadre du plan d'action un groupe de travail dédié sur la question de l'éthique et du numérique en santé, avec une sous-composante sur l'intelligence artificielle. Donc on se prémunit également en gardant des critères dans les phases de développement, dans les phases de validation, d'évaluation de l'éthique. Et peut-être Marion sur la relation humain-machine également. Le point prépondérant à avoir, c'est que ces outils ne remplacent pas en tant que tels les professionnels, les patients. C'est vraiment plus du complément. Donc dans ces outils génératifs, on peut imaginer qu'il y aura des applications dans le futur, mais qu'il faudra les valider avec des méthodologies robustes d'évaluation qui permettront de garantir peut-être en continu des processus d'évaluation avec du monitoring continu pour ces outils. Donc la porte n'est pas fermée, mais on n'y est pas encore aujourd'hui. Tout à fait d'accord pour dire que tous ces outils qui sont une aide considérable pour toutes les personnes dont on a parlé, c'est aussi bien les patients que les soignants, ça marche beaucoup mieux s'il y a un être humain qui les utilise et qui est en fait l'intermédiaire entre l'outil numérique et le patient. Donc on l'a montré par exemple dans l'article 51 Passeport BP, qui est donc un parcours de soins pour les patients bipolaires, où c'est une infirmière de pratique avancée, une IPA, qui reçoit sur son écran d'ordinateur toutes les informations venant du patient.
des informations mesurables, objectives, quantifiables, le nombre de pas, l'activité sociale, etc. Et qui va être l'intermédiaire entre le patient et le soignant pour dire là, il semble qu'il y ait des indicateurs de rechute, il faudrait faire telle et telle chose. Donc c'est pareil pour la remédiation cognitive, par exemple, ou la prescription des exercices qui vont être faits est fait par un psychologue à l'issue d'un bilan. Et ensuite, le patient va se servir de l'outil qui est développé, donc en l'occurrence par Humans Matter. Et je pense que c'est vrai pour tous les outils. Ça ne remplace pas, c'est une aide, c'est une amélioration sur tous les niveaux. La précision des éléments de suivi, la précision du diagnostic, l'accès à des stratégies thérapeutiques qu'on n'a pas, l'accès à des outils comme on vient de vous être présenté, qui est absolument clé, mais c'est un outil d'amélioration qui ne remplace pas l'homme, qui ne supprime pas l'aspect humain et relationnel qu'on a en psychiatrie. Et peut-être pour ajouter un complément, ces IA génératives nécessitent des bases de données assez conséquentes, qualifiées. Et sur ces questions de bases de données en psychiatrie, Marion, est-ce que vous pouvez nous évoquer un petit peu le PEPR que vous portez, ProPsy, dans le domaine de la santé mentale, qui pourrait peut-être se porter à terme à des expérimentations de ce type? Absolument. Donc à la Fondation Fondamentale, on a créé un réseau de centres experts qui permet de constituer des cohortes qui sont parmi les plus grandes au monde, avec derrière ces cohortes la construction d'entrepôts de données de santé, de bases de données multimodales dans lesquelles il y a des données digitales et il va y en avoir aussi dans le cadre de ce programme qui a été sélectionné en 2022 et qui vient d'être signé par le Premier ministre hier soir pour être lancé, sélectionné dans le cadre de l'appel d'offres de France 2030 pour développer ce qu'on appelle la psychiatrie de précision. C'est-à-dire à l'instar de ce qui est fait par exemple en cancérologie, comment est-ce qu'on peut être beaucoup plus précis pour ces pathologies qui sont toutes très hétérogènes. Quand on parle des troubles bipolaires ou des schizophrénies avec un S, c'est parce que c'est des pathologies hétérogènes et diverses. Et on a besoin de tous ces outils pour améliorer la précision. Et pour ça, on va constituer des bases de données multimodales qui seront bien sûr ouvertes à collaboration, aussi bien pour des académiques que pour des industriels, pour qu'on puisse tirer bénéfice de toutes ces données qui vont être générées grâce à ce PEPR. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Bonjour, merci beaucoup. Moi, je m'appelle Gabriella. Je travaille beaucoup à accompagner, pas toute seule, des structures de santé, ES et ESMS, et avec un peu une double entrée sur les aider à faire évoluer leurs pratiques pour mieux prendre soin des patients, mais aussi que les soignants prennent soin d'eux. Donc ça rejoint un petit peu la question sur le burn-out de tout à l'heure. On a un peu cette double approche-là. Et en fait, mon interrogation en écoutant ce qui a été dit, c'est que l'apport de l'alimentation, vous l'avez mentionné, Madame Le Boyer, et je voulais savoir si, en ce qui concerne par exemple le groupe de travail qui est à l'OMS sur les kits qui sont en train d'être produits, ou votre start-up qui prend en compte en fait différents facteurs qui sont un peu de l'ordre des déterminants de santé publique, cette porte de l'alimentation, c'est quelque chose aussi que vous allez justement utiliser pour donner des conseils ou pour améliorer vos algorithmes. Pour répondre à la question sur la partie du travail avec l'OMS, l'alimentation en fait partie, la capacité à faire de l'activité sportive en parallèle également. Donc ce sont des facteurs et des déterminants qui sont multifactoriels qu'on intègre et qui sont effectivement partie, mais je laisserai peut-être mes collègues répondre sur les autres sujets. Alors c'est une intervention dont on parle pas mal et en effet ça peut être hyper intéressant. Nous on essaie d'avoir une approche agnostique quant à l'intervention, que ce soit une psychothérapie, du traitement ou n'importe quel autre type d'approche. Nous ce qu'on essaye de faire c'est suivre tout un tas de symptômes de manière fréquente et à distance. Et du coup c'est hyper intéressant et du coup il faudra qu'on valide nos approches pour cette intervention. Mais en fait on regarde toutes les interventions. Donc pour répondre à votre question sur le rôle de la nutrition pour les maladies mentales et pour la santé mentale en général, à la fois en termes de prévention et d'amélioration des patients, donc en particulier dans le domaine de la dépression, on sait de plus en plus que ça a un rôle clé, depuis la vie intra-utérine jusqu'à la petite enfance, jusque chez le jeune adulte et chez l'adulte. Et on a des éléments de connaissance montrant qu'une alimentation saine, équilibrée, en particulier le régime méditerranéen, permet considérablement d'aider et en étant aussi efficace qu'une psychothérapie. Donc c'est vraiment un impact énorme. Maintenant, comment est-ce qu'on met toutes ces informations-là à disposition des patients ou de la population générale ou de personnes qui pensent qu'ils sont à risque d'eux? C'est en construisant des apps comme Food for Mood que vous pouvez télécharger sur l'App Store,
qui vient juste d'être lancé et qui permet, encore une fois, de donner des informations. C'est des outils très importants pour l'information et d'aider à l'application finalement d'un changement de style de vie, ce qui n'est pas si simple que ça, et de montrer que quand on voit son humeur s'améliorer, on voit aussi l'amélioration de l'alimentation. Donc c'est des outils pratiques qui ne remplacent pas un diététicien, qui ne remplacent pas un médecin, mais qui sont des aides et qui permettent de faciliter l'accès à beaucoup de monde à des solutions dont on a d'abord démontré scientifiquement qu'elles sont efficaces. Alors j'avais une question. Le Covid nous l'a montré que le lien entre la santé mentale et l'odorat était très fort. Et je voulais savoir dans quelle mesure ce sens était pris en compte dans la prévention de la santé mentale, la prévention des dépressions. Bonne question. Je ne suis pas sûre qu'on sache. Dans le cas du Covid, on connaît le mécanisme. C'est l'entrée du virus par le nez, par les nerfs olfactifs. Mais je ne suis pas sûre que ça soit pris en compte dans la prévention. Il n'y a pas encore énormément d'outils de prévention et de stratégies de prévention. Ça arrive. Il y a des moyens de dépister. Il y a des facteurs prédictifs qui sont des caractères familial, par exemple, ou l'exposition à un certain nombre de facteurs de risque, comme les infections, dont on sait ont accompagné dans toute une série de grandes pandémies dans l'histoire une augmentation de maladies mentales. Pour autant, on n'en est pas encore à des stratégies de prévention et sûrement pas digitales. Je suis désolée, on va devoir conclure la session. N'hésitez pas à venir nous voir après peut-être. Je remercie tous les intervenants chaleureusement pour leur présentation et merci pour vos questions. Et je vous invite à la prochaine session sur la santé mentale de la Maison Perchée qui aura lieu à 15h dans le lieu au plein milieu de Big. Merci à tous.